Добро пожаловать на виртуальную площадку Русского дома в Брюсселе. Et bienvenue à la plateforme virtuelle de la Maison russe Bruxelles-Europe. Notre rencontre d'aujourd'hui est consacrée, comme beaucoup d'événements de notre centre, au 350e anniversaire de le premier empereur russe Пьер le Grand. Наша сегодняшняя встреча, также как многие другие мероприятия Русского дома в Брюсселе, посвящена 350-летию со дня рождения первого русского императора Петра Великого. И мы очень рады приветствовать сегодня на нашей виртуальной площадке Музей Мирового океана в Калининграде. Et nous sommes très heureux de saluer aujourd'hui virtuel, le musée de l'océan mondial de la ville de Kaliningrad. Сегодняшняя наша встреча идет на двух языках, на русском языке и с синхронным переводом на французский. Notre rencontre de cette soirée se déroule en deux langues, en français, avec la traduction simultanée, et en russe. Чтобы слушать нас в дальнейшем по-русски, вы можете ничего не делать или выбрать русский язык, нажав на иконку с изображением глобуса внизу справа вашего экрана. Чтобы продолжать нас слушать на французском языке, вам нужно на иконке с изображением глобуса нажать на вкладку «Французский язык». Pour continuer à nous écouter en russe, vous pouvez ne rien faire ou bien choisir la langue russe en cliquant sur l'icône de globe en bas à droite de votre écran. Pour continuer en français, s'il vous plaît, choisissez la langue française en cliquant sur cette icône avec le globe en bas à droite de votre écran. Сегодня у нас лекция. Aujourd'hui, nous avons une conférence, mais comme d'habitude, nous serons ravis d'avoir votre feedback, vos commentaires et vos questions auxquelles nous aurons le plaisir de répondre. De recevoir vos commentaires, vos questions, et bien sûr, nous allons y répondre avec beaucoup de plaisir. Мы очень рады, что нас сегодня слушают зрители и слушатели и из Бельгии, и из России, и из других стран Европы. По счастью, новые технологии. Nous sommes ravis donc d'accueillir les spectateurs, les écouteurs de Belgique, de France et d'autres pays. Les nouvelles technologies permettent aujourd'hui de rendre ce genre de conférence vraiment internationale. Donc, ayant résolu toutes les questions techniques, je vais continuer en russe et je tiens à vous présenter notre intervenant d'aujourd'hui, notre conférencier. C'est la chercheuse en chef du musée de l'océan mondial, docteur en sciences géographiques et l'un des organisateurs de l'exposition sur Pierre le Grand, Larissa Leonova. Bienvenue. Avant de vous passer la parole, je vais juste dire quelques mots sur votre musée et sur notre coopération. Alors, la Maison russe à Bruxelles coopère avec le musée de l'océan mondial depuis plusieurs années et aujourd'hui, notamment, nos salles présentent une exposition qui s'appelle « Que le navire de mer soit ». Cette phrase vient d'un décret de Pierre le Grand qui donc prêtait beaucoup d'attention à la construction navale, à la construction de la flotte russe. Il a été le premier tsar, le premier gouverneur qui a vraiment mis en place une flotte. Plusieurs d'autres ont bien essayé avant lui, mais il a été le premier à réussir. Et donc, cette exposition nous a été prêtée par le musée de l'océan mondial. C'est une exposition des aquarelles d'une qualité extraordinaire. Donc, je vous invite, vous tous, à la Maison russe à Bruxelles pour y prendre connaissance. Aujourd'hui, ce soir, Larissa va nous accompagner dans un petit voyage dans le passé. Nous allons nous déplacer il y a 325 ans, lorsque Pierre le Grand s'est rendu en Europe dans le cadre de sa grande ambassade.
Vous savez que Pierre a été le premier gouverneur russe qui a effectué des voyages à l'étranger et ces 2 voyages en Europe, c'était justement cette grande ambassade de 1697-98 dont nous allons parler ce soir. Et donc, ce voyage a complètement bouleversé sa vision du monde, a constitué en grande partie sa personnalité et lui a permis de tracer les principaux axes de sa politique à venir. Et le deuxième voyage de 1716 et 1717, c'était déjà un voyage d'un monarque adulte ayant déjà mené des réformes pendant 20 ans, des réformes qui ont pour toujours changé le visage de la Russie. Et donc, lors de ce deuxième voyage, Pierre a passé presque 2 mois sur le territoire de la Belgique actuelle. Et donc, je tiens à vous inviter tous à prendre connaissance avec ce voyage. Donc, le 28 juillet, nous allons présenter la deuxième partie du projet d'auteur de la Maison russe à Bruxelles. La première partie dédiée donc à Anvers, la plus grande ville de la Flandre, a déjà été présentée. Et le 28 juillet, nous allons parler de la période de l'avril 1717, quand Pierre a séjourné dans la ville de Bruxelles. Et donc, pour revenir à notre soirée d'aujourd'hui, nous sommes à la fin du XVIIe siècle, le premier voyage de Pierre le Grand, la grande ambassade, et j'ai le plaisir de donner la parole à Larissa. Allez-y. Bonsoir. J'ai le plaisir de saluer les organisateurs de la Maison russe à Bruxelles. Je salue également les habitants de la Belgique, d'autres pays qui ont bien voulu trouver le temps pour nous écouter ce soir. Et je me félicite de cette occasion de vous parler de la ville la plus occidentale russe, Kaliningrad, le territoire qui est intimement lié à l'histoire des voyages de Pierre le Grand qui se rendait par ces territoires-là, par la partie est de la Prusse. Son voyage était tracé justement à travers Königsberg. Il y a 25 ans, lorsque nous avons célébré l'anniversaire de cette grande ambassade, ce premier grand voyage des tsars russes, nous avons fêté les 300 ans dans cette grande ambassade. Il y a eu des festivités, beaucoup d'événements qui ont été organisés par notre musée. Et donc, pour l'anniversaire d'aujourd'hui, nous avons mis en place cette exposition. L'année dernière, une assemblée des musées dédiés à Pierre le Grand a été organisée et le musée de l'Océan mondial y a participé. Donc pour cette occasion, nous avons cette exposition et la présentation. Encore une fois, il s'agit de la grande ambassade de 1697-1698. Effectivement, c'était son premier voyage du tsar russe, le futur empereur de l'Empire russe, à l'étranger. Au début de son voyage, il avait 24 ans. Vers la fin du voyage, donc il a déjà fêté ses 25 ans. Alors, quelques mots sur les débuts de cette exposition. L'un des objectifs de cette exposition a été de montrer en détail le trajet, l'itinéraire de son voyage. La littérature historique, en fait, contient beaucoup d'erreurs, beaucoup d'informations qui ne sont pas correctes, mais
En même temps, il y a beaucoup de sources, beaucoup de matériaux sur l'époque de Pierre le Grand. Aujourd'hui, nous avons accès aux archives qui n'ont pas été accessibles avant. Et donc, en utilisant ces archives et en faisant recours à de nouveaux faits qui ont été révélés, nous avons préparé cette exposition et ayant analysé, étudié beaucoup de littérature, beaucoup de textes. Aujourd'hui, on peut également lire les journaux de voyage de Pierre le Grand. Le, le professeur Anisimov de Saint-Pétersbourg, un grand spécialiste de la biographie de Pierre le Grand, a aussi apporté sa grande contribution. Et je tiens à exprimer ma gratitude à Monsieur Guzevich et à son épouse qui habite à Paris et qui nous ont beaucoup aidés lors de la préparation de cette exposition sur cette grande ambassade de Pierre le Grand, le début de son voyage. Nos textes ont été une grande source de réflexion, d'inspiration, avec beaucoup de détails sur ce voyage. Donc, j'ai demandé conseil à Dmitri Guzevich. Je l'ai même invité à participer à la soirée d'aujourd'hui, mais malheureusement, il n'a pas pu à cause de ses horaires. Alors, je vais partager la présentation. J'espère que tout le monde peut la voir. Bon, quelques informations techniques. Alors, le titre de l'exposition, Grande ambassade de Pierre Ier. Nous avons inauguré cette exposition le 18 mai. C'est la date à laquelle Pierre Ier est arrivé à Königsberg, à Kaliningrad, en 1697. Le portrait de Pierre le Grand, une gravure de la fin du XVIIe par Ottens, conservée au musée Pouchkine à Moscou. Ici, nous présentons des objectifs principaux de cette exposition que j'ai évoqués déjà en quelques mots. Donc l'idée, encore une fois, c'était d'étudier plus attentivement l'historiographie, les nouvelles sources, tracer l'itinéraire de ce voyage, parce que, comme j'ai dit avant, il y avait beaucoup d'erreurs. Et donc, quelques sources que nous avons utilisées. Et encore une fois, nos remerciements au couple Guzevich qui, en fait, consacrent un grand nombre de leurs travaux de recherche à l'époque de Pierre le Grand. À droite, vous voyez justement leur livre, Grande ambassade, tournant des époques ou début du chemin. Alors, merci encore pour tous leurs conseils. Qui ont été une aide très importante. Alors, l'objectif a été de tracer sur la carte le trajet de ce voyage qui a duré 1 an et demi presque. Point de départ, c'était Moscou, mois de mars. Elle a été assez froid, il neigeait. Cette ambassade contenait 250 personnes, près de 1000 carrosses ou d'autres moyens de transport ont été utilisés. Donc, je ne vais pas m'arrêter sur toutes les étapes, mais je vais peut-être m'arrêter sur quelques-unes. Alors, vous voyez d'abord la partie russe, les territoires ouest, ensuite Königsberg, Kolberg,
la Pologne actuelle, ensuite les territoires allemands, Brandenburg, le Danemark, Saardam et finalement Amsterdam, Pierre Ier, ensemble avec des bénévoles, est parti en Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, 698. Il a passé 3 mois et demi de retour ensemble avec les grands ambassadeurs. Il est donc reparti. Il a pris le chemin de retour, Saxonie, Saxe, Vienne. Et en juillet, il a appris l'émeute des Streltsy, des archers, à Moscou. Donc, il a dû abréger, raccourcir ce voyage. Il a dû revenir à Moscou plus précipitamment qu'il ne l'avait prévu. Donc, il traverse les terres polonaises et le 25 août 1698, il revient à Moscou. Ce voyage a été vraiment constitutif pour la personnalité du futur empereur. Étant revenu de cette grande ambassade à Moscou, Pierre le Grand avait une idée très claire, très précise de ce qu'il allait faire et il s'est lancé tout de suite dans les grandes réformes. Donc, encore une fois, parmi les ressources de cette exposition, il y a déjà plusieurs livres et textes et aussi les archives, les fonds de 13 musées russes. L'exposition est composée de 2 parties. Partie historique, où nous avons utilisé plusieurs gravures venant de ces 13 musées pour justement illustrer les différentes étapes, événements de la grande ambassade. Nous avons voulu montrer l'Europe telle qu'elle a été vue, perçue par Pierre le Grand et par les grands ambassadeurs. Pourquoi? Donc, nous avons collecté les gravures qui auraient montré non pas seulement d'une façon géographique les représentations des villes ou des plans des villes, les paysages, juste également les portraits, et le matériel concernant les portraits des personnes qui étaient proches de Pierre le Grand. Donc, de cette façon, on peut voir quelques itinéraires de certaines parties de Pierre à partir du début de Moscou. Par exemple, ici à Tver et son séjour à Torjok. C'est une ville, il faut dire que notre exposition avait été ouverte également dans cette ville, et il faut dire que notre exposition est une exposition mobile. Et ici, sur ce diapositive, on peut voir comment Pierre le Grand est parti est arrivé à Pillau, et ensuite, si on suit la flèche bleue, et les grands ambassadeurs ont suivi la route terrestre, par terre. Et Pierre est parti par la route maritime. En général, en voyageant, Pierre le Grand, tout le temps, voulait partir plus vite. Il voulait partir la nuit, et les grands ambassadeurs étaient toujours derrière Pierre le Grand parce qu'il s'est déplacé moins rapide que Pierre. Donc ici, on voit également que Pierre le Grand a pris la route de Rennes
Et il est arrivé une semaine plus tôt que les grands ambassadeurs qui sont arrivés un peu plus tard en Hollande. Et je voudrais porter votre attention au fait que ce travail s'appelle au début un aristocrate de Moscou et aujourd'hui ce portrait de Pierre et on peut se trouver dans le musée des arts de Pouchkine qui s'appelle Pierre le Grand, la grande ambassade. Les attributs de ce travail, les attributions de ce travail avaient commencé au début du XXe siècle. On peut trouver plusieurs travaux de ce genre. Et ce travail montre la vision des Hollandais de Pierre le Grand. Ici, on peut voir Pierre dans ses habits, dans sa tenue de route. On peut voir de la fourrure sur sa veste. On peut voir également son bonnet avec de la fourrure. Et ce portrait prouve le sujet que Pierre le Grand a en fait rencontré les grands ambassadeurs quand ils étaient arrivés un peu plus tard à Amsterdam. On peut également voir l'image de Pierre le Grand dans cette époque. C'est un autre portrait de Pierre. Pierre le Grand est démontré ici dans des habits polonais. Et ce travail peut se trouver dans le musée d'Amsterdam avec lequel nous avons collaboré en préparant cette exposition. C'est la première partie de son itinéraire. Je l'ai mis en plus large. Donc, il y a eu un arrêt à Torzhok. Après le départ de moi, ensuite, il y avait la ville de Veliki Novgorod. Et ensuite, ils ont suivi leur chemin à Pskov. Et à partir de Pskov, l'ambassade est partie le 9 mars. Donc, le voyage avait été commencé le 9 mars. Et à partir de Pskov, les grands ambassadeurs sont partis le 24 mai. Et c'est-à-dire le 3 avril selon le nouvel calendrier. Et les grands ambassadeurs qui accompagnaient Pierre le Grand, parce que, comme on le disait à l'époque, Pierre le Grand a décidé de ne pas participer dans les cérémonies de la grande ambassade et il a demandé à son grand ambassadeur Yakov Lefort qu'il fasse ce genre de cérémonie parce que Lefort était une personne très dévouée à Pierre. Très bientôt, après le retour de ce voyage, Lefort est décédé et Pierre était très triste pour cette raison. Lefort était suisse d'origine et la famille de Lefort était arrivée au moment de la création de la grande ambassade et Pierre a fait connaissance avec sa famille. Le deuxième ambassadeur était Fyodor Golovin. Il y avait également un troisième ambassadeur dont je vais vous parler un peu plus plus tard. C'était Voznitsin qui était une personne la plus expérimentée parmi ces trois ambassadeurs. Et Pierre l'a demandé de rester en Europe jusqu'à 1696 et également c'est lui qui a signé la paix avec la Turquie. Il ne faut pas se limiter par les grands ambassadeurs parce que dans la grande ambassade, une autre personne a fait partie qui a participé dans l'histoire du nord-est de notre pays. C'est le duc Bruce, Yakov Bruce.
On peut trouver son portrait ici à gauche. Il se rejoint Pierre le Grand en Angleterre et Pierre le prend pour toutes les réunions parce que c'était une personne très éduquée pour son temps, pour cette époque. Et Pierre le Grand a pratiquement l'a laissé en Angleterre pour qu'il puisse suivre les travaux de l'observatoire de Greenwich. Et Bruce avait beaucoup d'instruments, il y avait une grande bibliothèque et ensuite il a ouvert la première observatoire de la Russie. C'était un des résultats les plus importants. Boris Petrovich Sheremetyev, un autre participant, participant pas de la grande partie de l'ambassade. On va le voir sur d'autres gravures où il rencontre l'empereur en décembre 1697 et également Alexandre Menshikov qui faisait également partie de l'ambassade. Il était au début une personne inexpérimentée, mais il a fait une grande carrière pendant le temps de l'ambassade parce qu'il en fait réalisait la volonté de Pierre et également il y avait un groupe de volontaires qui dénombrait 35 personnes et Menshikov faisait partie de ce groupe de volontaires de Préobrazhensk. Je pense que c'était quelque chose, une action pensée par Pierre. L'objectif le plus important de Pierre, c'était apprendre comment construire des bateaux, voir comment l'éducation avait été organisée en Europe pour ensuite utiliser ces connaissances en Russie et apprendre la population russe. Et c'était un sujet également très intéressant que je voulais inclure parce que plus tard, nous allons voir Vilichka qui va être visité par Pierre en passant par Cracovie. Et ici, dans un lieu Chago, c'était un endroit où Pierre a vu comment le sel est extrait, quel rôle ils ont joué plus tard. Pierre le Grand commence à construire Saint-Pétersbourg. Il avait besoin de beaucoup de sel. Mais regardez comment ces usines de sel fonctionnaient, combien de forêts il fallait brûler. Et Pierre le Grand a vu ce fonctionnement. Elle a dit, oui, nous avons besoin de sel, mais il faut quand même sauver les arbres. Et il a interdit en fait, d'utiliser des arbres de couper les arbres pour ce genre de travail. Et une autre partie de la route est passée après Pskov. Pskov est passée dans une autre ville qui s'appelle Misgausen et il a poursuivi dans les terres de Livonia. Riga faisait partie de la Suède. Ensuite, il est parti à Mitau, qui s'appelait à l'époque Jelgava. Il a eu un très grand accueil, un très bon accueil chaleureux par le duc de Kurlandsia. Et le duc de Kurlandsia, Friedrich Casimir, a en fait a trouvé un bateau pour Pierre le Grand qui a été utilisé par Pierre pour qu'il puisse voyager plus tard. Et il est passé par Tilsit, aujourd'hui il s'appelle Sovetsk, et le 17 mai, il arrive à Königsberg. Il va passer 2 mois à Königsberg. Je voulais vous dire quelques mots
sur comment le duc Friedrich Casimir de Courlandier, à quoi il ressemblait. C'est son fils à gauche, et quand Pierre le Grand visitait cette terre, il prenait dans ses bras ce petit garçon et disait que dès que tu grandis, on va te trouver ta fiancée. C'était justement le cas. Le duc Wilhelm, ce petit garçon, est devenu l'époux de nièce de Pierre qui s'appelait Anna. Malheureusement, pas pour longtemps parce que le garçon, en fait, qui est devenu adulte et avait une faible santé, il est décédé assez peu après son mariage avec Anna. C'est le portrait de Frédéric III, qui, à partir de 1701, est devenu le roi de la Prussie. Et c'est le deuxième portrait nous a été proposé par la ville de Ulyanovsk, par le musée de Ulyanovsk, et le territoire de la Prusse faisait partie des alliés de la Russie. Et en général, 9 fois, Pierre a visité cette terre, et Königsberg, il avait visité 8 fois. Et ce territoire, c'était le chemin le plus court. Et parce que c'était la route par le golfe de Kursk était le chemin le plus court. Également, ils pouvaient utiliser d'autres baies pour arriver plus tôt, plus rapidement, par exemple à Danzig et dans d'autres villes. Et donc, Pierre le Grand a passé 2 mois. Le 6 mai, il était à Pilau, le 7 mai à Königsberg, et environ le 30 juin, et ils sont partis de Königsberg par la voie maritime, et la route, l'itinéraire suivant est passé de Kolberg jusqu'à Berlin. Et ici, c'est une petite ville qui est très importante, qui n'est pas montrée ici. C'est une ville Bruges, où une rencontre très importante a eu lieu. Et ensuite, il est passé par Minden et par l'Hollande. En Hollande, Pierre le Grand arrive au mois d'août. Tout d'abord, il est parti à Saardam. Sa route a été dédoublée. Il a utilisé le chemin le plus rapide en utilisant le système de canon. Il arrive à Saardam et les grands ambassadeurs ont choisi une deuxième route par Maas, par le système de rivières et des canaux, et un peu plus tard, ils arrivent à Amsterdam également. Et en Amsterdam, en Hollande, la grande ambassade est restée très, très longtemps. Pratiquement au mois d'août, ils se sont trouvés, en fait, c'était en Amsterdam en 1697, et seulement au mois de mai 1698, ils ont commencé leur chemin vers la Belgique. Une rencontre très intéressante a eu lieu en Copenhague. Ici, nous avons Sophie et Charlotte de Hannover.
C'est l'épouse de Frédéric III. C'était la première reine de la Prusse. Elle était résidée chez sa mère à l'époque, en sachant que Pierre le Grand va passer un peu plus tard en plus du sud, elle a décidé de le rencontrer. Et cette rencontre a eu lieu. Et cette rencontre a eu lieu non pas seulement avec Sophie Charlotte elle-même, mais également ses frères ont participé. Mais il est important de comprendre la chose suivante, parce que Sophie Charlotte avait de bonnes relations avec Gottfried Wilhelm von Leibniz. C'était son grand ami. Il savait, Gottfried savait très bien que Charlotte voulait rencontrer Pierre le Grand. Et même, il y a eu des informations que c'était Gottfried qui avait organisé cette rencontre, parce qu'il savait très bien que cette rencontre pourrait avoir lieu et qu'elle aurait lieu. Et même de plus, il voulait rencontrer Pierre le Grand lui-même. Il n'a pas eu la possibilité de le faire. Et cette rencontre a eu lieu plus tard en 1711. Mais même à cette époque, à Binden, Leibniz a pu faire passer quelques de ses notes à Pierre le Grand, parce que Leibniz toujours voulait participer d'une façon quelconque dans l'histoire de la Russie, donner quelques conseils à Pierre le Grand. Et ils ont pu correspondre pendant longtemps avec Pierre le Grand. Et cette rencontre de Leibniz a pu avoir lieu grâce à Sophie Charlotte. Et donc, ensuite, c'était la Hollande qui a eu le plaisir d'accueillir Pierre le Grand. Kellerman qui lui a appris à bâtir les navires, justement en hollandais, de par son origine. Avec lui, Pierre le Grand a reconstruit son tout premier bateau. Et bien d'autres enseignants, professeurs de Pierre le Grand ont été d'Hollande. Puis dans le quartier allemand à Moscou, plusieurs Hollandais résidaient, qui étaient bien connus par Pierre le Grand. Et donc, Guillaume le III d'Orange a été parmi les premiers Hollandais que Pierre le Grand a rencontrés. Donc, gouverneur de la Hollande, un peu plus tard aussi roi de l'Angleterre. D'autres rencontres décisives en Hollande, c'était donc la prise de connaissance par Pierre le Grand avec Nicolas Witsen, maire d'Amsterdam. En fait, c'était quelqu'un qui connaissait déjà bien la Russie. 20 ans avant, il a visité Moscou, il a même fait une petite escapade en Sibérie. Il a eu sa collection personnelle des objets qu'il avait amenés de Sibérie. Et donc, c'était quelqu'un qui a rencontré Pierre le Grand en Hollande, qui l'a accompagné. Et Pierre le Grand, ayant vu cette collection de différents objets, artefacts venant de la Sibérie, Pierre le Grand a été inspiré pour en créer sa propre collection, qu'on peut toujours voir à Saint-Pétersbourg. Donc, Pierre le Grand avait pour objectif, l'objectif qu'il s'est fixé, le premier objectif peut-être de sa visite en Hollande, c'était bien sûr d'apprendre à bâtir, à construire les bateaux. Lui-même, lui qui a été appelé tsar, empereur
charpentier. Elle a été formée en Hollande. Elle a pris des cours au chantier naval, si on peut le dire. Et donc, son autre objectif a été aussi d'embaucher des artisans, donc des artisans venant justement du domaine de la construction navale, mais aussi embaucher, par exemple, des amiraux, des marins. Et l'un d'entre eux, c'était Cornelius Cruz. Donc, à l'époque, il vivait à Amsterdam. Cornelius Cruz a embauché 620 personnes à Amsterdam et au total, il y a eu plus de 1000 de personnes d'Hollande, d'Amsterdam qui ont été envoyées par bateau, d'abord à Arkhangelsk, et puis donc ces artisans ont été distribués parmi différents chantiers navals. Donc c'était vraiment l'un des principaux objectifs de cette grande ambassade, de trouver des experts pour ensuite construire la flotte russe. Donc la petite maison où Pierre le Grand a séjourné à Saardam pendant sa visite. L'original est aujourd'hui conservé à Petergof. Un autre tableau, plutôt lithographie, très intéressante. Donc, Guillaume d'Orange a bien voulu montrer la gloire de la flotte hollandaise. Donc, elle a mis en scène des batailles en Hollande. Et donc, cette lithographie de Storck, justement, représente une simulation, en quelque sorte, de la bataille sur la rivière Ey. La lithographie est conservée dans le musée militaire et maritime à Saint-Pétersbourg. Et lors du séjour de Pierre le Grand en Angleterre, Guillaume le III et Guillaume d'Orange a aussi donné des ordres pour que de telles batailles, des batailles similaires, soient montrées à Pierre le Grand en Angleterre. Le fameux palais Binenkopf à La Haye, où des négociations ont eu lieu, la glorieuse salle d'audience très somptueuse. Donc la salle d'audience des États généraux avec les ambassadeurs russes, avec tous les participants de l'ambassade russe, donc toutes les 250 personnes représentées, avec le comte Lefort au milieu, le grand ambassadeur. Cette œuvre est vraiment exceptionnelle. Dans la partie haute, vous voyez les armoiries des 7 États généraux. Ici, donc, le portrait de Guillaume d'Orange et 4 autres représentants de la famille des princes d'Orange en pleine taille. D'abord, sur cette gravure, on peut voir déjà tous les participants de l'ambassade. Mais nulle part, en fait, dans les œuvres historiques russes, on ne retrouve le portrait de l'ambassadeur Voznitsin, le 3e ambassadeur. Mais ici, vous voyez que au-dessus de chaque ambassadeur russe, il y a des lettres G, F, G. Et donc, au milieu, c'est Belfort, le comte Lefort, Golovin. Et donc, le 3e personnage, c'était Voznitsin, le 3e ambassadeur.
Alors, cette supposition a été faite par l'un des chercheurs historiens. Et aujourd'hui, donc, les nouvelles technologies nous ont permis d'agrandir l'image pour voir carrément le visage de ce troisième ambassadeur. Alors, par quoi Pierre le Grand a été particulièrement intéressé en Hollande? À part la construction navale, les universités. Et parmi les plus anciennes, l'université de Leiden. D'ailleurs, Pierre le Grand l'a visité aussi pendant son deuxième voyage. Et cette gravure représente le théâtre anatomique de l'université de Leiden. Donc, Pierre était aussi très passionné à la médecine. Elle a fait sa propre collection des outils médicaux, pas seulement. Donc, on lui a aussi montré le jardin botanique de l'université de Leiden. De tels jardins botaniques ou des potagers pharmaceutiques, comme on les appelait plutôt en Russie, ont été implantés par les Russes par la suite. Ils ont commencé à voir le jour à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Donc, son autre point d'intérêt, c'était des bibliothèques. Ici, vous voyez la médaille de l'université de Leiden avec tous les noms des professeurs inscrits là-dessus. Tous ces objets sont conservés à Amsterdam dans le musée des Beaux-Arts. Donc, prochaine étape de son voyage, donc début de 1698, faisant partie de son groupe de volontaires de 35 personnes, Pierre le Grand se rend à Londres. Quel était l'objectif de cette visite en Angleterre? Donc, en Hollande, Pierre le Grand a participé pratiquement dans la construction navale, mais il voulait aussi savoir comment faire des plans, comment apprendre à construire un bateau à partir des dessins. Donc, c'était Guillaume d'Orange, encore une fois, qui a donné des ordres nécessaires pour que Pierre le Grand soit bien accueilli là-bas. Et donc, quelques mots justement sur la personnalité de Guillaume le III, qui est devenu le roi de l'Angleterre en 1688. L'histoire est assez intéressante. L'épouse Marie le II Stuart, à travers son épouse, il pouvait revendiquer le trône Angleterre. Et à ce moment-là, le roi d'Angleterre a été catholique, mais les Anglais ne voulaient pas avoir un roi catholique. Ils voulaient avoir un protestant sur le trône. Et donc, ils ont proposé à Guillaume d'Orange de devenir le roi d'Angleterre. Une énorme flotte part vers le rivage anglais, même difficile à compter leur nombre. Une véritable puissance maritime. La Glorieuse Révolution, c'est le nom qui a été donné à donc cette opération de Guillaume d'Orange. Son slogan a été que je vous apporte le protestantisme. Et avec ce slogan, presque sans verser de sang, il devient le roi de l'Angleterre. À droite, vous voyez l'allégorie à l'honneur de Guillaume le III. Il a été donc salué à son arrivée en Angleterre. Une forte représentant cette fameuse flotte.
En Angleterre, Pierre le Grand et son entourage est accompagné par Peregrine Osborne, marquis de Carmarthen. Ils deviennent très amis avec Pierre le Grand, marquis de Carmarthen l'accompagne lors de son voyage sur la Tamise et finalement il lui offre en bateau, en voilier, justement conçu par marquis de Carmarthen. Cette rencontre, cette connaissance a été cruciale parce que Monsieur le Marquis devient pas seulement le maître de Pierre le Grand, qui lui a appris beaucoup de choses sur la conception des navires, mais qui encore une fois devient son grand ami. Pendant que Pierre le Grand se trouvait en Angleterre, le voilier a été envoyé à Arkhangelsk. Donc voilà, un cadeau vraiment royal. C'est à travers marquis de Carmarthen que le fameux accord, le traité de Tabat a été signé. Donc ce traité de Tabat disait que les Hollandais, les Britanniques avaient la monopolie de la vente, du commerce du tabac en Russie. Ça a été aussi avantageux pour la Russie à l'époque. Donc voilà, un autre fait intéressant. Comme je l'avais dit, l'idée de cette exposition a été montrer les villes, les régions visitées par Pierre le Grand telles qu'elles étaient, telles que Pierre le Grand pouvait le voir. Donc ici, vous voyez la vue sur le pont de Londres. Dans son journal, Pierre le Grand note: nous avons traversé un pont sur lequel il y a des maisons construites dessus. Le pont sera reconstruit déjà en 1760. Un autre point remarquable, destination intéressante de son voyage, c'était l'observatoire de Greenwich. Aussi quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Il s'y rendait à plusieurs reprises. On ne sait pas si Pierre le Grand a rencontré M. Flamsteed, donc le fondateur de l'observatoire. Pareil pour Isaac Newton, qui a été à l'époque le directeur de la monnaie. Donc, si on revient à l'observatoire de Greenwich, Pierre le Grand a pris beaucoup d'intérêt de regarder dans les télescopes et a laissé son ami Jacob Bruce pour qu'il continue son séjour à l'observatoire. Cette gravure représente donc une vue tout à fait incroyable. L'hôpital de Greenwich. L'hôpital de Greenwich accueillait les marins après leur service. Vous voyez bien le luxe de l'aménagement. Donc cette idée des hôpitaux pour les militaires probablement vient aussi de ce voyage-là. Donc ça vient de la banlieue de Londres.
Pierre le Grand passe 3 mois et demi, presque 4, en Angleterre, pour ensuite donc prendre le chemin de retour via Amsterdam, via l'Hollande, où il passe encore 2-3 semaines, pour ensuite partir à travers les terres de Saxe avec Leipzig, Dresde, Prague et Vienne. Donc sur le chemin en Saxe, il y a eu aussi un moment, un épisode intéressant pour moi en tant que chercheuse. Un peu plus tard, en 1711, Pierre le Grand rencontre Peter Schenk. Mais avant Amsterdam, en fait, il l'a déjà connu, il a déjà pris sa connaissance. Le fait, c'est que Peter Schenk est à la fois un artiste hollandais et ensuite artiste allemand. Pour moi, c'était une énigme. J'ai vu cette gravure donc de Peter Schenk intitulée Pierre le Grand observe les curiosités dans la cour du commerce à Leipzig. Alors, je me demande comment Peter Schenk aurait-il pu se trouver à Leipzig s'il a été à Amsterdam. C'est Peter Schenk qui a fait la première gravure du fameux portrait de Pierre le Grand de Kmeller. C'est un portrait vraiment très célèbre. Elle est en pleine taille, en armure. Et donc, Peter Schenk, vivant toujours à Amsterdam, il effectue une autre gravure d'après celle-ci. Mais après, justement, il s'est avéré qu'elle est repartie en Leipzig, où il crée sa maison de commerce de Peter Schenk, qui fait partie donc de la foire du marché de Leipzig. Et donc, dans les journaux de voyage de Pierre le Grand, on peut lire qu'en 1711, Pierre le Grand passe aussi par Leipzig et il passe par la fameuse foire de Leipzig où il rencontre la deuxième fois, si vous voulez, Peter Schenk. Il faut dire qu'il y a beaucoup de travaux de Peter Schenk conservés en Amsterdam et il y a beaucoup de ces travaux qui sont conservés dans des musées de notre pays également. Peter Schenk était quelqu'un qui a produit beaucoup de gravures et Pierre le Grand était un grand amateur de gravures. Et ensuite, on va parler de Vienne, bien sûr. Et à Vienne, Pierre le Grand se rencontre avec Léopold I, l'empereur de l'Empire de Rome. Il faut dire que Pierre le Grand ne se montrait pas comme un diplomate. Il préférait mener les négociations à ses ambassadeurs. Mais avec Léopold I, il a participé dans ces négociations et il était lui-même le négociateur. Mais le but objectif de ces négociateurs, c'est de convaincre Léopold I pour qu'il devienne un de ses alliés. Mais l'Europe a changé, la situation en Europe a changé déjà. Il y avait la Turquie également qui a participé dans les actions armées, mais ici, Pierre le Grand se montre comme un empereur de la Russie plus fort. Il commence à ressentir sa force intérieure dans ses missions diplomatiques. Et il rencontre également avec d'autres personnes. Il faut dire que cet accueil était formidable pour les
l'accueil aux ambassadeurs russes et il y a eu des cérémonies, un carnaval qui avait été organisé. Il y avait également un bal mascarade, pardon, un bal masqué. Tout cela avait été organisé et également beaucoup de beaucoup de fêtes ont été organisées. Il faut dire que cette arrivée avait déjà été organisée. Il faut dire que 6 mois avant, Boris Petrovitch Sheremetyev avait rencontré Léopoldin. Et on peut voir cette rencontre sur cette gravure où on peut voir une audience qui avait été accordée par Léopoldin à un de nos ambassadeurs, dans ce cas, Boris Sheremetyev. Et Pierre le Grand rencontre non pas seulement Léopoldin, mais également son fils, Iosif Joseph I, le futur empereur de l'Empire romain. Et cette rencontre a eu lieu dans ce jardin magnifique, le parc Augarth de Vienne. Et Pierre, avec Léopold, ils se sont promenés dans ce jardin. Leur rencontre a été courte, mais on a pu comprendre que ces deux personnes se sont sympathisées. Et ensuite, l'itinéraire de retour est parti par la Pologne à Moscou de Vienne, alors que Pierre voulait vraiment visiter Vilnius parce que il voulait vraiment comprendre comment les galères se construisaient. Et donc, il est parti par Vienne à travers Brno, Cracovie, Tomaszów, Kielm. Et ces lieux comme Tomaszów sont commémorés par sa rencontre avec le roi de la Saxonie et de la Pologne, Auguste II, et cette rencontre sera également très importante. Et également par Brest, Smolensk, Minsk et l'ambassade est rentrée à Moscou le 25 août selon l'ancien calendrier et le 4 septembre selon le nouveau calendrier. Si on revient à Vienne, pendant le bal, Pierre rencontre le prince Eugène de Savoie, où Eugène de Savoie avait vaincu les Turcs et Pierre le savait. Il connaissait que le prince avait vaincu les Turcs. Il avait battu les Turcs. Et de cette façon, il a pu rencontrer cette personne héroïque. Et cette rencontre avec Auguste Lefort, parce que c'était vraiment une personne très forte, ils ont vraiment beaucoup aimé l'un l'autre parce que Pierre avait le même caractère comme Auguste II. Et par la suite, Auguste II est devenu l'allié de Pierre le Grand pendant très longtemps de la guerre du Nord qui a commencé en 1700 et qui a duré pratiquement 20 ans. Et l'allié de Pierre était Auguste II et c'était leur première rencontre présentielle qui a eu lieu justement à cette époque. Et par la suite, il y a eu beaucoup d'autres nouvelles rencontres entre Auguste et Pierre. Ils se sont rencontrés en Curlandie, en Biélorussie. Par la suite, Pierre
Le Grand a visité les usines de sel dans la région de Novgorod et il a également visité Vilichka. C'est pratiquement une ville souterraine avec ses usines de sel. Il a également séjourné pendant la nuit dans une de ces usines. C'était une expérience intéressante parce que nous avons parlé peu de ce qui intéressait Pierre le Grand. Et bien sûr, il était intéressé en usine, en outils différents. Et il voulait tout essayer lui-même, tous ces outils et instruments. Et par la suite, il recrutait les maîtres d'œuvre différents, les représentants de professions différentes pour qu'ils travaillent en Russie. Mais bien sûr, il était intéressé de savoir comment toutes ces usines de sel travaillaient et fonctionnaient. Et dès qu'il est revenu, dès qu'il est rentré, donc dès qu'il est rentré de son voyage, Pierre le Grand commence les réformes en Russie. Et pour que les bateaux maritimes soient, c'était l'ordre qui avait été donné par Pierre à la Douma et la Douma a réalisé en construisant ce navire. Et ce bateau a été construit à Voronezh et également l'école des sciences maritimes et des navigations se construit. C'est la première école pour les marins. Pierre le Grand a également introduit la police civile. C'est le premier livre en police civile en notre pays et par la suite, tous les manuels pour les écoles ont été imprimés en utilisant cette police civile. Et c'était en 1703, tous les livres ont été imprimés en utilisant la police civile, ce qui était très important. Et c'est un autre travail de Schenk. C'est une allégorie de portrait de Pierre le Grand et d'autres monarches européens. C'est également l'ambassade parce qu'on peut voir ici Pierre avec Auguste II et d'autres monarches européens. Il est entouré par les monarches européens. Qu'est-ce qui a été initié par Pierre le Grand? Tout de suite, c'est les cabinets des rarités. Et ces cabinets de rarités l'ont inspiré de créer le premier cabinet de rarités en Russie et de la bibliothèque de rarités. Et en 1724, Pierre le Grand a ordonné de créer une académie à l'image de celle qu'il avait vue en Europe. Et la tradition de bal avait été apportée également de l'Europe par Pierre le Grand. Et je voudrais dire également quelques mots sur le deuxième voyage de Pierre, parce que le premier voyage avait duré 1 an et demi et le deuxième voyage a duré 21 mois. C'était le voyage de 1717. Il avait commencé par le voyage de Pierre à Gdańsk et ensuite à Copenhague. Et une opération militaire maritime a dû avoir lieu à Copenhague.
avec les Alliés, mais cette opération n'a pas eu lieu. Pierre a décidé donc de poursuivre son voyage à travers de l'Europe. Il a visité les Pays-Bas du Sud. Vous aurez la possibilité également d'apprendre plus sur ce voyage. Je voudrais juste vous dire que le 3e jour, vers 2 heures de l'après-midi, nous sommes partis vers Bruxelles et nous avons passé par Tissé, Goumbik et le 3e Fontane avec 1 heure de route entre chaque point. Donc, ici, je vous montre comment Pierre est arrivé. C'est une autre gravure de 1640. C'est à cela que Bruxelles ressemblait à cette époque. C'est tel qu'il est Pierre l'a pu voir. Et je voudrais finir ma présentation par les assemblées de Pierre que nous organisons dans notre musée. On peut voir ici la partie de château fort de Friedrichsburg. C'est un château fort qui a été visité par Pierre le Grand pendant son premier voyage. Ici, il a obtenu son certificat de peintre, de maître d'armes de feu. Et il aimait aussi les feux d'artifice. Et pour commémorer Pierre le Grand, nous avons organisé ces feux d'artifice parce que justement, l'art des artifices avait été apporté d'Europe par Pierre le Grand. C'est ici que je finis ma présentation. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. On entend vos questions, vos commentaires. Et maintenant, j'ai quelques questions, y compris j'ai quelques questions personnelles et d'autres qui avaient été posées par nos participants. En vous écoutant, je voudrais vous dire faire un petit commentaire. Je suis très étonnée que 350 années et 325 années qui avaient été écoulées depuis le temps de la grande ambassade, parce que cette période est vraiment très courte parce que ce dont vous avez parlé, tous ces problèmes, tous ces objectifs que vous avez mentionnés, toutes ces actions politiques qui avaient été entreprises par Pierre et par sa délégation, par son ambassade, elles restent d'actualité même aujourd'hui. Et beaucoup de points, de traits politiques restent toujours d'actualité parce que le monde n'a pas changé autant qu'on peut en croire. Et on peut dire qu'on parle de non pas seulement ce qui a eu lieu il y a 350 ans, mais ça reste toujours d'actualité. Et ce personnage de l'empereur russe qui ne vieillit absolument pas, qui reste d'une personne très forte, qui reste toujours notre contemporain. On peut dire que même notre contemporain et quelques détails historiques que vous avez décrits aujourd'hui qui restent toujours d'actualité, même de nos jours. Dites-nous, s'il vous plaît, concernant les questions, je voudrais savoir.
vous, comme chercheuse, vous avez dû compter combien de professions approximativement euh, a pris Pierre pendant pendant son grand voyage. Bien sûr, il était connu en tant que tsar et charpentier, même Bulgakov l'avait mentionné. Combien de professions a eu Pierre? Vous savez, d'abord, on l'appelait tsar artisan. Et je peux dire qu'il avait commencé à prendre ses professions dans son adolescence parce qu'il y avait des professeurs qui pratiquaient ces métiers différents. Et quelque part, j'avais rencontré un chiffre de 15 métiers qui avaient été appris par Pierre. Par exemple, nous avons organisé une exposition dans notre musée qui s'intitule Une dent. Et dans le cas de Pierre, une chaise de dentiste avait été passée. Il y a beaucoup de gravures également. Au niveau professionnel, il avait recruté des professeurs et il faisait des gravures lui-même. Et il était également intéressé en soudure. Il aimait bien offrir quelques pièces qui avaient été faites par lui-même. C'est par exemple les fourchettes, les cuillères. Et par exemple, une fois, il s'est arrêté dans une des familles à Pskov et il lui a offert, Pierre, a découvert il y a eu un tour sur lequel travaillait Pierre et nous voulons justement préparer une copie de ce tour pour montrer que c'était Pierre qui travaillait sur ce genre d'outils. Il y avait d'autres occupations qui, euh, qui étaient dans lesquelles Pierre était très passionné. Et nous avons préparé le film de Pierre le Grand où il parle avec un enfant. Donc, l'idée principale de ce film, c'est que nous venons tous de notre enfance. Ça veut dire quelque chose que l'enfant a appris quand il a été petit. Cela, en fait, définit, constitue sa personnalité comme adulte. Et c'est tout aussi vrai pour Pierre le Grand. Il voulait toujours tout apprendre par lui-même, apprendre l'essence des choses. Comme un charpentier, comme un artisan, comme un ingénieur. Pendant 4 mois, par exemple, il a étudié les dessins, les plans des bateaux pour comprendre lui-même comment bâtir les navires. Et il a tout laissé passer à travers lui-même pour ensuite le faire passer aux autres, l'enseigner aux autres. Universel, ce désir de la connaissance, ça le rend de la Renaissance plutôt que la personne de la fin du XVIIe siècle. C'est une personnalité universelle. Vous venez de nous raconter l'histoire de la grande ambassade et nous sommes en train d'étudier le deuxième voyage de Pierre le Grand que nous allons donc présenter sa deuxième partie le 28 juillet. Donc effectivement, lui-même, il
faisait recours dans tous les différents types d'artisanat et ça continue dans ce voyage aussi. Par exemple, je vais en c'est il a justement voulu rencontrer un fameux tourneur pour échanger des danses du savoir-faire entre les tourneurs. Donc, très facilement, il pouvait refuser une réception ou un dîner, mais par contre, aller rencontrer un tourneur, un artisan, c'était quelque chose qui le privilégiait et toujours était prêt à passer quelques heures. Oui, tout à fait. Quand il a été en Europe, il a été aussi très, très passionné par les instruments musicaux qu'il a amenés en grand nombre en Russie, mais il a surtout apprécié la batterie. Donc les tambours. Effectivement, il s'intéressait à tout, l'intérêt, l'engouement pour tout ce qui est neuf et aussi cette volonté irrésistible d'avancer. C'était quelqu'un qui était toujours en mouvement très brusque, dans cet élan éternel, comme s'il avait peur de ne pas avoir assez de temps, aussi en trait caractéristique de sa nature, je pense. Vous avez évoqué qu'elle a aussi créé l'alphabet cyrillique moderne, l'orthographe. Il y a à peine une semaine, nous avons aussi eu une conférence très intéressante sur le déchiffrage des manuscrits, donc un projet commun de Sberbank. Donc, le projet a été financé par le Sberbank en collaboration avec l'Institut de Saint-Pétersbourg. Je ne le savais pas, mais Pierre a laissé 13 000 pages de manuscrits. Voilà, donc personne n'a jamais autant écrit parmi les tsars et les empereurs russes. Et il écrivait, donc il avait une manière très particulière d'écrire. Il écrivait avec une écriture abrégée. Et sa manière d'écrire a été en fait très individuelle, très difficile à lire, la raison pour laquelle la majorité des documents de ces archives n'est toujours pas déchiffrée, parce que c'est assez difficile. Et pourtant, aujourd'hui, les technologies de l'intelligence artificielle permettent de le faire. 700 pages en 20 minutes, c'est le résultat donc qui donne espoir que toutes ces archives, tout cet héritage sera justement déchiffré. Donc, c'est convenu que ces technologies, bien sûr, pourront être utilisées à d'autres fins. Ainsi, je vois parmi nos écouteurs, nos collègues et nos amis, nos compatriotes qui habitent en Belgique. Bon, je ne vais pas donner les noms parce que plusieurs utilisent les pseudonymes, mais en tout cas, je me félicite du fait que vous êtes là avec nous pour dire qu'en Belgique, il y a de grandes archives de nos compatriotes qui devraient aussi être déchiffrées, à mon avis. Et donc, nous allons espérer que c'est une nouvelle technologie, déchiffrer les manuscrits de Pierre Legrand pourront ensuite être aussi utilisés pour déchiffrer les archives des émigrants russes conservés ici en Europe, en Belgique. Et donc, malheureusement, on doit terminer, clore cette conférence. Donc, premièrement, je tiens à vous remercier, à adresser nos remerciements au musée de l'Océan mondial pour vos recherches, pour vos exceptions tout à fait extraordinaires. Et je rappelle que la Maison russe à Bruxelles accueille aujourd'hui l'exposition consacrée aux navires, à la flotte de Pierre le Grand. Cette conférence est enregistrée
Donc, vous pourrez toujours la retrouver sur notre site ou sur YouTube. Nous espérons que votre exposition pourra aussi peut-être être présentée aux Européens. Merci beaucoup. C'était très riche du contenu, très intéressant. Et nous espérons que ce genre de rencontres, dédiées pas seulement à Pierre le Grand, mais d'autres projets, se poursuivront pour notre plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt, j'espère. Oui, à la prochaine. Merci. Merci à vous tous.